le bien-être animal pour le bien-être de l'éleveur. Je suis Céline Codepièce, vétérinaire au service recherche et développement de la Chambre d'agriculture. Bonjour Céline, nous voici de nouveau ensemble pour un 5e épisode de notre podcast B2E. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre petite histoire du bien-être animal, commencée dans le podcast précédent, en se concentrant maintenant sur l'évolution scientifique de ce concept de bien-être animal. Vous rappelez-vous à quel point la perception de la place des animaux, la reconnaissance de leur sensibilité ont évolué dans la pensée des humains, et même concrètement dans la législation. C'est en 2018 que l'ANSES, l'autorité de référence en la matière, est arrivée à une vraie définition scientifique. Que voici. Le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Cette définition me surprend. Elle sous-entend, il me semble, beaucoup de choses dont nous n'avons pas encore parlé au fil de notre histoire. Effectivement, on y parle d'état mental, ce qui sous-entend un niveau de conscience. On y parle de besoins comportementaux, ce qui sous-entend qu'en plus des besoins physiques que tout le monde connaît, il y a des impératifs comportementaux aussi vitaux, puisque ce sont des besoins, que ceux physiologiques. On parle d'attente, ce qui sous-entend une forme d'anticipation de la part des animaux qui va bien plus loin que la simple salivation quand on donne à manger. On y parle aussi de perception, qui sous-entend une interprétation des situations, à la fois en fonction des sens, mais aussi de l'expérience vécue. On comprendra très bien, par exemple, que la vue d'un bâton n'est pas du tout perçue de la même façon par un chien qui a l'habitude de jouer avec que par un chien qui est battu avec. Il y a donc beaucoup de nouveaux éléments dans cette définition. Nous en étions restés à la notion de sensibilité animale. Comment en est-on arrivé à cette définition ? C'est la science qui est entrée en scène dans ce dossier. Nous sommes alors dans la première moitié du XXe siècle, qu'on pourrait définir comme les prémices du bien-être animal en version scientifique. La grande question est de savoir, à l'époque, comment l'animal perçoit son environnement. Est-ce qu'il est bien dedans, selon ses critères à lui, et comment lui se voit dans son environnement. Pour avancer au-delà des concepts philosophiques, notre société avait besoin de repères objectivables, et c'est bien là le domaine de la science. À cette époque, on simplifie. On se dit qu'un animal est dans le bien-être s'il est à l'aise avec son environnement. L'animal aurait pour but de s'adapter à son environnement, et donc le bien-être, c'est l'état où l'adaptation biologique de l'animal permet à l'animal d'évoluer sereinement dans son environnement. Les états mentaux semblent à l'époque beaucoup trop complexes à appréhender car ils ne sont pas mesurables facilement. La seule possibilité va être d'observer des paramètres simples, comme par exemple la réaction et le comportement visible de l'animal, ou ses actions physiologiques, mais des actions simples, comme une augmentation de fréquence cardiaque, une consommation d'aliments. Par cela, on rejoint beaucoup les sciences vétérinaires. D'ailleurs, la santé est rapidement identifiée comme une des clés du bien-être animal. Évidemment, si on est malade, on n'est pas bien. Et on a deux grands courants. Dès 1913, on a le behaviorisme de Watson. Behavior, en anglais, veut dire tout simplement comportement. C'est-à-dire qu'on étudie la réaction comportementale, souvent de rats ou de pigeons, mais dans des cages, soumis à des variations de mon environnement qu'on appellera des stimulus. On essaie en fait de comprendre comment l'animal s'adapte à son environnement, quelle réaction pour quelle situation. On ne cherche pas à comprendre comment il ressent ou réfléchit entre ce fameux stimulus et cette réaction. Après 1950, des chercheurs estiment qu'il faut observer maintenant le comportement des animaux, non pas dans des cages, mais dans leur habitat naturel. Il s'agit de Lawrence et Tim Bergen, qui posent les fondements de l'éthologie, en gardant toujours l'idée que la réaction comportementale a un objectif de survie de l'individu ou de l'espèce. L'éthologie cherche à comprendre l'origine et la fonction de chaque comportement observé. Mais on en reparlera beaucoup plus dans le prochain épisode. Et après, d'autres évolutions vont suivre permettant d'aller encore plus loin ? Oui, la vraie approche du bien-être animal commence là avec la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un livre qui met le feu aux poudres en Angleterre, en 1964. Celui de Ruth Harrison, Animal Machine, The New Factory Farming Industry.
qui se traduit par la machine animale ou la nouvelle industrie des fermes-usines. Il concerne les élevages très intensifs de l'époque. C'est de là que vient le mot liberté, de notre définition des 5 libertés déjà évoquées dans de précédents podcasts. À l'époque, il avait semblé important que les animaux aient au moins la liberté de se retourner, de bouger ou d'étendre leurs ailes. À la suite de la réaction des citoyens au livre, le gouvernement britannique a commandé un rapport d'étude. C'était le rapport Brambell, sorti en 1965, donc 1 an plus tard, et son objet affiché est vraiment le bien-être animal, qu'il définit comme un terme large qui englobe à la fois le bien-être physique et mental de l'animal. Il ne suffit plus alors d'observer des comportements, on reconnaît un état mental des animaux, et il va falloir l'étudier dans les élevages. On veut étudier la façon dont les animaux perçoivent leur environnement plutôt que d'imaginer des hypothèses de ce qu'on pense adapté à eux. Certaines erreurs ont permis d'avancer. Par exemple, un sol en grillage à fine maille avait été décrété inadapté aux volailles et donc déconseillé pendant plusieurs années. Pourtant, après des études laissant le choix à l'animal, c'est ce sol qui a finalement été le préféré des animaux. Cela a permis de prendre conscience qu'on peut se tromper quand on pense savoir ce qui est bon pour eux. Dans les années 1990, Fraser précise qu'il est temps d'amener de la science pour aller plus loin que le simple bon sens. C'est aussi l'époque du projet européen Farm Animal Welfare Council, qui définit toujours ces fameuses 5 libertés du bien-être animal, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. Et au XXIe siècle alors, on en est où ? En fait, on change d'objet d'étude. Ce n'est plus comment réagit l'animal, mais comment ressent l'animal, comment il perçoit son environnement avec l'étude de ses 5 sens, comment il interprète. On parle maintenant d'émotion et de conscience. Quel chemin depuis Descartes ? Pour des chercheurs comme Dawkins, Duncan, Vessier ou Boissy, le bien-être animal est à la fois une absence d'émotions négatives combinée à une présence d'expériences positives. L'émotion est définie par les scientifiques comme étant la réponse affective à la suite de l'évaluation qu'un individu, humain ou animal, fait de la situation dans laquelle il se trouve. On étudie aujourd'hui scientifiquement l'empathie de la poule envers ses poussins, le ressenti lors de la séparation d'une mère et d'un petit. Nous comprenons aussi que les émotions sont essentielles à la survie et facilitent la mémorisation. Par exemple, le plaisir de la récompense permet de mémoriser les apprentissages, comme les grandes peurs impriment dans l'esprit le souvenir des situations dangereuses. Nous avons aussi compris que le choix d'une émotion ou d'une autre face à une situation dépend de quelques critères: nouveauté, soudaineté, positif ou négatif, correspondance aux attentes ou contrôlabilité. Par exemple, prenons un chien. L'émotion sera une grande peur s'il reçoit un coup, car c'est nouveau, en tout cas j'espère, brusque, négatif car ça fait mal, et l'animal ne s'y attendait pas et ne le contrôle pas. L'émotion sera complètement différente face à une friandise de récompense. C'est une situation connue, elle se déroule tranquillement, ça a bon goût donc c'est positif, et le chien s'y attendait car il a souvent fait quelque chose de bien. Et il peut même agir dessus. Là, évidemment, l'émotion, c'est du plaisir. On a même démontré, chez des génisses, qu'elles profitaient encore plus d'une récompense si elles avaient résolu une énigme pour l'avoir. C'est ce qu'on a appelé l'effet Eureka. Pour cela, on a mesuré leur battement cardiaque d'excitation et leur empressement à aller chercher leur récompense. Tu viens de parler des émotions chez l'animal, mais tu as aussi évoqué la notion de conscience. Qu'en est-il plus précisément ? Ce n'est pas moi qui ai évoqué cette notion de conscience, mais l'INRAE, dans son recueil d'expertise scientifique collective sur la conscience animale sorti en 2017. La conscience animale y est définie comme l'expérience subjective ou phénoménale que les animaux ont de leur environnement, de leur propre corps et ou de leur propre connaissance. Elle permet en fait de caractériser la façon dont l'animal réfléchit et ressent les choses. On distingue dans ce recueil différents niveaux de conscience, qui vont de la pleine conscience au coma, et même au sein d'une même espèce comme l'espèce humaine, on sait que l'individu évolue fortement entre le nourrisson et l'adulte. Vous allez même entendre parler de la notion de cognition, qui représente le traitement fait par l'animal des informations reçues. Alors maintenant, si quelqu'un vous parle d'émotion animale ou de conscience, penserez-vous que c'est une mode et que ça lui passera ? Ou qu'effectivement, il a raison et que ces évolutions scientifiques vont juste permettre à l'agriculture d'évoluer, comme elle le fait à grande vitesse depuis pas mal d'années.
C'est vraiment passionnant tout ça, et on mesure l'évolution de cette notion de bien-être animal. Merci de nous avoir raconté cette histoire, Céline. À bientôt pour le 6e épisode de notre série, qui sera consacré à l'éthologie, science du comportement animal. Nous recevrons à cette occasion Amandine Cosnard, experte indépendante en éthologie et en bien-être animal.